vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine, au box-office, Mission Impossible 7. 5 ans après le 6e opus Fallout, Ethan Hunt, interprété par Tom Cruise, revient enfin dans les salles obscures pour le plus grand plaisir des fans de cette franchise. Un 7e opus et avant-dernier de la saga qui s'annonce encore plus impressionnant et spectaculaire que les précédents. Et justement, que serait le cinéma sans ses acteurs ? Eh bien, pas grand-chose, car ce sont eux qui incarnent la mise en scène du film. Un métier en tout cas qui fait rêver petits et grands. On en parle ce soir avec notre invité du jour, Aldo Sipa. Enfin, les chutes d'Iguaçu, situées entre le Brésil et l'Argentine, sont un véritable trésor écologique. Chaque année, c'est plus de 3 millions de visiteurs qui s'y rendent. Mais alors, comment arriver à préserver cette merveille naturelle dans une région en plein boom économique ? On en parle ce soir avec Mathieu. Un beau programme à découvrir ce soir dans votre émission. Alors, comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma que je vous propose que l'on découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Ethan Hunt est de retour avec l'équipe du FMI, les forces de Mission Impossible. Ils vont s'attaquer à une intelligence artificielle. Si cette nouvelle arme tombe entre de mauvaises mains, toute l'humanité sera menacée. Une véritable course contre la montre commence alors aux quatre coins du monde. On regarde tout de suite la bande-annonce. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre ? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ethan, quel est ton objectif ? Quel est ton objectif ultime ? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Comme quoi, impossible n'est pas Tom Cruise. À noter que la seconde partie de ce 7e opus est prévue pour juin 2024. Enfin, avec le film Le Retour, un film sélectionné en compétition au Festival de Cannes en mai dernier, on y suit Khadija qui va s'envoler pour la Corse avec ses 2 filles pour s'occuper le temps d'un été des enfants de ses patrons. Un retour aux sources mouvementé pour elles sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt. On regarde tout de suite la bande-annonce. Vous êtes déjà venus en Corse ? Regardez-moi. Les filles, on a une piscine à la maison, vous êtes les bienvenues.
comme vous voulez. Tu vas pas rentrer chez les gens comme ça? Ils m'ont invité, c'est pas pour rien que je suis là. Allez. Ça va? Vous êtes tranquille? En tout cas, bravo pour Sciences Po, Jessica. Merci. Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Gaïa, c'est tout l'inverse. Ça va? T'as fini? On peut se voir si tu veux. On peut faire des trucs. Je te montrerai un peu tes petits endroits secrets. Dégagez, bande de bâtards! Ferme ta gueule! Pourquoi tu parles comme ça aux gens? T'es obligé de dire des trucs racistes? Rentre dans ton pays, toi aussi. Arrête de me faire Qu'est-ce que chier. tu racontes, sale babtou? Je suis corse, moi. Je veux voir ma carte d'identité, peut-être? Je veux voir ta carte de séjour, plutôt. Je suis contente que tu m'aies rappelé. Tu débarques au bout de 15 ans, je suis curieux. T'avais quel âge quand il est mort, ton père? 3 ans. C'était ton premier amour? Oui. T'as jamais pécho avant? Non, j'ai pécho personne avant, non. Les gamines, elles ont pas envie de voir leur grand-mère. Elle sait pas qu'on est là. Moi, tu sais qui je suis. Tu nous as privés de père, tu nous as privés de famille, on a grandi seul, on a grandi sans rien. Tu la connais, toi, Khadija, tu la connais mieux que moi. Assez peu, elle est très pudique. Ah, c'est une question de culture, ça. Oui, bah toi, ça te ferait pas de mal d'être un peu plus pudique. Et pas comme toi, Gaïa. Pourquoi tu dis ça? Elle est bizarre, cette fille, mais tu la connais même pas. T'aimes bien ces petits cheveux carrés, là. C'est ça ton style. Les petites Corses. Vous avez des soucis avec les Corses dans cette famille. Des films à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, pour qu'un film soit bon, qu'on se le dise, il faut un bon scénario. Un scénario qui prend vie grâce aux acteurs présents donc, dans ce film. Un métier important dont la mission principale est de donner vie aux personnages qui l'incarnent. On en parle justement ce soir avec notre invité du jour dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Aldo. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous ce soir. De rien. Alors, tu as 13 ans. On te reçoit ce soir parce que tu as interprété Loane. C'est le rôle principal dans le court-métrage de Jérôme Romagne, Les Enfants oubliés. C'est un court-métrage qui a été présenté à Cannes, au Festival de Cannes en mai dernier et qui a aussi gagné récemment le prix Nouvelle-Calédonie, la première du meilleur court-métrage. Alors justement, qu'est-ce que toi, ça t'a fait d'interpréter le rôle principal? Parce que tout tourne autour de toi. Ben, je suis très content parce que j'ai joué l'acteur principal dans un film qui a été diffusé à Cannes. Et puis justement, est-ce que ça a été facile d'interpréter ce rôle pour toi? Non, c'était dur parce qu'il y avait des scènes de violence. Oui, voilà, parce que l'histoire... tu peux nous parler un peu, nous rappeler de quoi ça parle, ce court-métrage? Ça parle d'un enfant qui est battu par son père et qui, avec sa mère, essaye de se sauver. D'accord, effectivement, les violences intrafamiliales. Toi, tu avais déjà joué dans, tu m'avais dit, Les Bleus d'enfants, hein? Oui, ça. Exactement. Alors, comment s'est passé le casting? Est-ce qu'il y a eu un casting pour ce court-métrage? Comment toi, tu es arrivé à avoir le premier rôle? Il n'y a pas eu vraiment de casting, mais c'est Jérôme qui a appelé mon père pour demander si je voulais faire l'acteur principal. Oui, et j'ai accepté. Comme tu avais déjà tourné dans Mes Bleus d'enfants. Oui. Qui traitait aussi des violences intrafamiliales. Il y a eu une préparation pour ce rôle? Tu as été coachée, tu as révisé les textes. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai lu un peu avec mes parents et Jérôme et puis Adam qui joue Maverick. Ça a été facile ou pas, la préparation? Les textes, tu dois les apprendre par cœur en plus. Oui. Ça va? T'es rodé? T'as l'habitude? Oui. C'est quoi ton meilleur souvenir de ce tournage? Mon meilleur souvenir, c'est quand on est parti à Île-des-Pins. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je suis allée là-bas. Vous êtes resté combien de temps pour aller sur l'île des Pins? 1 semaine, je crois. Ah oui, quand même. Et le métier d'acteur, en fait, c'est un métier qui... Plus tard, tu veux être acteur ou pas du tout?
Pour l'instant, j'envisage pas d'être acteur. Parce que je fais d'autres sports. Ah oui, t'as d'autres activités à côté. Oui. Donc là, c'était plus des opportunités. Oui. Mais si demain on te propose un autre rôle, tu dis oui? Je sais pas. Ah. Est-ce que c'est facile, voilà, tu as 13 ans, quand même, comment ça s'est passé pour ce tournage, en fait, des Enfants oubliés, parce qu'il y a quand même toute une équipe autour de vous. Comment ça s'est passé entre vous? C'était bien. C'était aussi... Il y avait des échanges? Oui. T'étais pas le seul enfant, de toute manière. Oui, il y avait d'autres enfants. Alors justement, parce je l'ai dit en début, donc ce court-métrage Les Enfants oubliés de Jérôme Romagne a été présenté au Festival de Cannes en mai dernier, mais il a également reçu un prix au Festival du cinéma de la foi. Comment tes copains à l'école, ils te voient en fait? T'es une star? Oui. Ah oui, tu signes des autographes? Non. Peut-être un jour, hein. Mais du coup, voilà, est-ce que tes copains, ils te demandent comment ça s'est passé ou... Oui. Ils me demandent surtout pour la scène à Île-des-Pins dans la douche. Ah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette douche? En fait, c'était le matin. Je devais aller me baigner, et puis il y a mon père, Gauthier. Il m'a attrapé, et après il m'a étranglé. C'est pas facile, ce genre de scène? Oui. Donc voilà, ils te demandent un peu de partager avec eux ton expérience. Est-ce qu'ils ont envie de se lancer dans le cinéma? Je sais pas. Ah, ils t'ont pas dit? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais nous dire sur ce tournage? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelque chose qui t'a marqué durant le tournage? Oui. Alors, j'ai raté un jour de tournage à Île-des-Pins. Ah oui? Parce que je me suis fait piquer par une guêpe. Aïe, aïe, aïe. Effectivement. Bon, ça a duré un jour. Oui. Après, t'es revenu. Oui, après, on a rattrapé. Ah, là, c'est digne des grands acteurs, ça. Attention, tu lâches rien. Ben, en tout cas, merci Aldo d'avoir été avec nous ce soir. De rien. Et puis, j'espère te revoir, qui sait, dans une prochaine émission ou plus tard. N'oublie pas, si plus tard tu deviens une grande star, de revenir sur Calédonia. Alors, le cinéma nous fait rêver, il nous interpelle, nous pousse dans nos retranchements. C'est exactement ce que l'on retrouve dans les films documentaires. On en parle ce soir avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Écoute, ça va toujours bien quand je suis sur ce plateau avec toi. Ah, ça fait plaisir. Ah, toujours. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Écoute, ce soir, je vais vous parler des chutes d'Iguassou, trésor de la biodiversité. Un reportage d'Arte qui s'inscrit dans la série Merveille Nature, un film sorti en 2021 et qui a été réalisé et écrit par Eric Elena, qui est un réalisateur et donc auteur depuis plus de 20 ans dans différents domaines tels que l'histoire, l'environnement, la science ou encore la culture. Alors, venons-en à ce reportage sur les chutes d'Iguassou. C'est un site qui est situé dans la forêt tropicale à la frontière entre l'Argentine et le Brésil, un site naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Vous pouvez voir sur cette carte justement qui se trouve à droite les chutes d'Iguassou. Donc elle fait vraiment la frontière entre ces deux pays qui sont le Brésil et l'Argentine et touche à peine le Paraguay. Donc de part et d'autre, des chutes ont été créées, des parcs nationaux, le parc national d'Iguassou au Brésil et le parc national d'Iguassou en Argentine. Avec l'accent. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de ce reportage et on réagit après. C'est magnifique en tout cas, Mathieu. Tu as vu ces images-là? Ouais. C'est vraiment incroyable, on aimerait vraiment y être. Alors à l'arrivée des colons européens, la forêt tropicale, dite tropicale, avait la taille équivalente à 2 fois la France. Ah oui, quand même. Et depuis, aujourd'hui, 90% a disparu. Donc rendez-vous compte. La partie qui abrite les chutes est sans doute la plus préservée aujourd'hui. On y dénombre 275 cascades. 275. Et puis ça doit changer.
dans l'année. Moi, je pense qu'en fonction de la saison sèche ou de la saison humide, ça doit pas être pareil, quoi. Alors, comme tout site naturel abritant une telle biodiversité, les chutes d'Iguassou est une merveille naturelle et fragile, hein, et en danger, sur lequel le peuple Guarani veille depuis des siècles. Alors, le peuple Guarani, c'est le groupe de population autochtone amérindienne, hein, que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, donc en Argentine, en Bolivie, en Paraguay, en Uruguay et même au Brésil. Alors, leur population à eux est estimée à un peu moins de 300 000 personnes. Bon, revenons à nos chutes, hein, parce que c'était pas le sujet. C'est un véritable sanctuaire pour les animaux qui y vivent, du coup, ce site touristique, enfin ce site naturel plutôt. Les chutes d'Iguassou abritent l'une des plus riches biodiversités d'Amérique du Sud. Et oui, rien que cela. Pas loin de 422 espèces d'oiseaux y vivent. C'est assez impressionnant. C'est énorme. Ça, c'est que les oiseaux. Après, il y a toutes Oui, après, il y a toutes les autres espèces, les félins, les singes, et puis j'en passe, quoi. Alors, 1,5 million de touristes par an en Argentine contre 2 millions au Brésil. C'est vraiment énorme. Le tourisme qui, rappelons-le, hein, crée une nuisance visuelle et sonore pour la flore, alors qui est atténuée, ce tourisme-là est atténué grâce aux installations telles que les trains et les passerelles qu'on a pu voir côté argentin. Côté brésilien, ils ont plutôt mis en place des bus, quoi. Du coup, parmi les autres menaces qui pèsent sur ce paradis, évidemment, il y a eu le braconnage, hein, des bandes organisées piller les palmiers sauvages, notamment les espèces rares. Hein. On n'y échappe pas, malheureusement. Tac. Et quelles sont les mesures, justement, pour face à ces dangers-là? Justement, les deux pays que sont l'Argentine et le Brésil, hein, ils mettent en commun leur suivi animalier ainsi que leurs moyens pour lutter contre les braconniers. Ils mutualisent leurs moyens. Ce qui fait que finalement, la frontière, pour eux, c'est pas un problème, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils arrivent à pouvoir être sur les deux, jouer sur les deux côtés, quoi. Alors néanmoins, néanmoins, des solutions ont été mises en place pour pallier à ces problèmes, hein, en plus des passerelles et des bus mis en place pour les touristes. Et afin de ne pas isoler les aires protégées, ils ont créé des ponts écologiques, le tout premier d'Amérique du Sud, hein, afin de réduire le nombre d'animaux écrasés. Oui, parce qu'effectivement, il y a quand même des routes qui passent par là. Hein. Donc, on va le voir sur les images. C'est le premier d'Amérique du Sud. Un pont écologique. Et d'ailleurs, en dessous, on peut même y voir un tunnel qu'ils ont rajouté. Alors, c'est marrant parce que finalement, ce ne sont pas les mêmes espèces qui empruntent ce pont ou ce tunnel. Certaines préfèrent passer sur le pont, d'autres préfèrent passer sur le tunnel. Ça dépend des espèces. On va peut-être voir à l'instant des images aussi des animaux qu'on voit traverser. Du coup, beaucoup de menaces pèsent sur ce parc naturel, sans parler des barrages qui ont été construits en amont des chutes. Il y a des espèces invasives dans la rivière, telles le tilapia d'Afrique. Aujourd'hui, la plus grande crainte reste tout de même le réchauffement climatique. Espérons que les chutes d'Iguassou continuent encore longtemps à survivre face aux dégâts des hommes, Stéphanie. Eh bien, écoute, merci Mathieu. Merci à toi pour cette belle découverte. Eh bien, de rien, Stéphanie, c'est toujours un plaisir de venir ici parler de cette chronique. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 17 juillet dès 19h55. Enfin, vous avez certainement déjà entendu parler d'Alan Smithy, le cinéaste le plus prolifique de l'histoire, mais également le moins talentueux d'Hollywood. Et dire que ce réalisateur n'existe pas. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous allez me dire, eh bien ne vous inquiétez pas, Romain vous dira tout dans votre rubrique Cinéfacto. Connaissez-vous Alan Smithy? Réalisateur, scénariste, acteur, producteur, compositeur, monteur, le bonhomme a participé à plus de 50 films. Impressionnant. Et pourtant, Alan Smithy n'existe pas. Ok, même s'il n'existe pas, Alan Smithy est pourtant crédité sur de nombreux films, notamment en tant que réalisateur. De films d'horreur, d'action, de science-fiction, de séries et même de... Oui, ce genre de film. Mais qui est Alan Smithy et d'où vient-il ? C'est en 1969, dans le western Une poignée de plomb, que naît officiellement Alan Smithy. Robert Totten, le réalisateur du film, se fait virer en plein tournage après un différend avec l'acteur principal. Il sera remplacé au pied levé par Don Siegel,
mais aucun des deux réalisateurs n'accepte de voir son nom apparaître au générique. Hé, mets ton blaze. Non, toi mets ton blaze. Oh non, c'est toi qui mets ton blaze. Ah non, tu mets ton blaze, toi. Mets ton blaze, c'est toi qui mets ton blaze. Je mettrai pas mon blaze, tu mets ton blaze. Toi, tu mets ton blaze. Toi. C'est alors que la DGA, le syndicat américain des réalisateurs de cinéma et de télévision, entre en jeu. Un compromis est trouvé avec Universal Pictures qui produit le film, et la DGA propose l'utilisation d'un pseudonyme passe-partout, Alan Smithee. À partir de là, et pour les années qui suivent, Alan Smithee devient Alan Smithee et il est invoqué par de nombreux réalisateurs insatisfaits ou mécontents de leurs œuvres. Même David Lynch, en colère contre la version longue de Dune, fera appel à Alan en 1984 afin qu'il endosse le rôle de réalisateur à sa place. Alan portera aussi la casquette de réalisateur de la version télé de Rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, entre autres. Une version amputée d'1 heure qui a provoqué la colère de Martin Brest, le vrai réalisateur du film, qui a préféré ne pas apparaître au générique lors de sa diffusion en 1998. C'est d'ailleurs cette année-là que sort le long métrage An Alan Smithee Film. L'histoire d'un réalisateur qui s'appelle réellement Alan Smithee et qui exige qu'un nom d'emprunt soit utilisé au générique de son film. Sauf que la DGA n'en a qu'un seul en stock, le sien. Ironique, non? Please, James, I beg you, my name's on this movie. Well, you know what? Take your name off it. You can use Alan Smithee. Oh, I am Alan Smithee. Yeah, you and hundreds of others. Mais ça ne s'arrête pas là. Car dans la vraie vie, le film est un véritable navet et son réalisateur Arthur Hiller décide d'emprunter un pseudonyme pour le signer. Je vous laisse deviner lequel. Doublement ironique, n'est-ce pas? Bref, en plus d'en révéler le secret, le film fait une publicité désastreuse du pseudo et c'est à ce moment-là que la DGA décide de rayer le nom d'Alan Smithee de ses registres. Aujourd'hui, Alan Smithee est un retraité de 54 ans. Et même si ses œuvres ont un petit goût de noisettes et de patates chaudes, on peut dire que c'est une belle carrière pour un fantôme. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.